Elle lavait le linge des autres depuis si longtemps que les hommes du village ne la voyaient plus comme une femme, mais seulement comme des mains qui frottaient des tissus dans l'eau glacée de la rivière. Mais lorsque cet homme est arrivé et l'a regardée pour la première fois, quelque chose a changé. Il n'a pas vu les haillons rapiécés qu'elle portait. Il a vu quelque chose que personne d'autre ne parvenait à discerner. Vous êtes-vous déjà senti invisible ? Si invisible que les gens regardent à travers vous comme si vous étiez transparent. Lydie connaissait bien cette sensation. Chaque jour, elle marchait dans les rues terreuses du village, portant des ballots de linge sale, et les hommes détournaient le regard. Les femmes chuchotaient sur son passage. Pour ces gens, elle n'était que la veuve en guenilles, la femme qui avait tout perdu et vivait de miettes. Mais cette histoire s'est déroulée dans l'arrière-pays de l'Auvergne en 1891, dans un village nommé Saint-Sébastien-du-Val, et elle a prouvé qu'il suffit parfois d'un seul regard pour changer un destin tout entier. Avant de continuer, je voudrais vous faire une demande spéciale. Si vous écoutez cette histoire en ce moment, laissez un commentaire pour dire d'où vous nous regardez. Écrivez votre ville, votre région, d'où vous venez. Je suis très heureux de savoir que ces récits parviennent dans tant d'endroits différents. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Cela aide énormément la chaîne à grandir et me motive à vous apporter d'autres contes émouvants. Revenons maintenant à l'histoire de Lydie. 3 ans plus tôt, Lydie portait encore un nom complet que les gens prononçaient avec respect. Lydie Martin était mariée à Thomas, ouvrier agricole pour un fermier prospère de la région. Il vivait dans une petite maison simple mais digne, à l'orée de la propriété. Thomas était un homme fort, au sourire facile, qui se levait avant le soleil et rentrait après le crépuscule, les mains terreuses, mais le cœur léger. Lydie s'occupait de la maison, faisait de la couture, cultivait un petit potager d'herbes aromatiques qui embaumait tout le jardin. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient l'essentiel. Ils savaient l'un l'autre. Lydie était belle à cette époque, du haut de ses 25 ans. Des cheveux châtains foncés qui brillaient quand ils étaient détachés, des yeux qui semblaient garder des pensées profondes, des mains délicates qui ne connaissaient pas encore les blessures des pierres du lavoir. Elle portait des robes simples mais propres, toujours bien repassées, toujours avec une touche de dentelle qu'elle cousait elle-même. Elle avait le port altier, un sourire gentil, une voix douce mais ferme quand il le fallait. Thomas avait coutume de dire qu'il avait épousé une dame, même s'il n'était qu'un simple travailleur. Mais le destin a des manières cruelles de tourner les pages. C'était en mars 1888. La saison des pluies avait été particulièrement rude cette année-là, inondant les cultures, gonflant les rivières, rendant la terre traîtresse. Thomas sortit un matin gris pour réparer une clôture aux confins de la propriété, près d'un ravin escarpé. Lydie prépara le déjeuner comme elle le faisait toujours, l'enveloppa dans un linge propre et attendit. Le déjeuner refroidit. L'après-midi passa. Le soleil commença à descendre, teignant le ciel d'orange et de rouge. Quand ils trouvèrent Thomas, il faisait déjà nuit noire. La terre s'était dérobée sous ses pieds. Il était tombé dans le ravin et sa tête avait heurté un rocher. Il était mort là, seul, pendant que Lydie attendait encore avec le déjeuner emballé sur la table. Le monde de Lydie s'effondra à cet instant précis. Le fermier, homme d'affaires pragmatique, lui donna 3 jours pour quitter la maisonnette. Il avait besoin du logement pour le nouvel ouvrier qui était déjà en chemin. Lydie n'avait pas de famille proche. Ses parents étaient morts des années auparavant. Elle était fille unique, sans oncle ni cousin dans la région. Les quelques sous qu'elle et Thomas avaient réussi à économiser furent dépensés pour un enterrement simple. Il ne resta presque rien. C'est ainsi que Lydie Martin devint seulement Lydie. Puis, même moins que cela, elle devint la veuve. Puis, la Souillon. Puis, l'invisible. Elle réussit à louer un minuscule réduit à l'arrière de l'épicerie du père Balthazar, un homme âgé qui eut pitié d'elle. C'était une pièce humide, sans fenêtre, avec un vieux bas-flanc
et un coffre en bois vermoulu. Ça sentait le moisi et le pétrole, lampant. Mais c'était un toit. Lydie accepta avec la dignité qui lui restait. Pour survivre, elle s'offrit pour laver le linge. Elle demandait très peu, moins que n'importe quelle autre lavandière du village, car elle savait que personne ne confierait du travail à une femme désespérée si elle demandait un prix juste. Les femmes du village acceptèrent ses services non par bonté, mais par économie. Lydie l'avait moins cher, alors elles apportaient leurs ballots sales et les jetaient sur le sol de son réduit comme on jette de la nourriture à un chien. Les jolies robes de Lydie furent vendues une à une pour acheter de la farine, des haricots, un peu de sucre. Elle ne garda que 2 vieilles robes qu'elle raccommodait constamment. Des pièces sur des pièces, des tissus délavés, tachés, déchirés aux coudes et aux ourlets. Ses cheveux, autrefois brillants et soignés, devinrent ternes. Sans argent pour un bon savon, elle se lavait avec le même savon grossier qu'elle utilisait pour le linge. Ses mains, autrefois délicates, devinrent enflées, gercées, avec des callosités profondes à force de frotter les tissus contre les pierres de la rivière. Et les hommes du village cessèrent de la regarder. Au début, certains lançaient encore des regards de pitié, mais la pitié se transforme vite en indifférence. Lydie devint une partie du paysage, comme les pierres du chemin ou les arbres tordus au bord de la route. Elle passait dans les rues, un ballot de linge sur la tête, et les hommes ne détournaient même plus la direction de leur regard. Ils ne la voyaient tout simplement plus. Pour eux, elle avait cessé d'exister en tant que femme. Elle n'était qu'une fonction. Des mains qui lavaient, un dos qui portait, rien de plus. Les femmes étaient pires. Elle chuchotait quand elle passait. « Pauvre malheureuse », disaient les unes. « Quel gâchis », disaient les autres. Avant, elle était même jolie, commentait-elle. Maintenant, regarde-la, elle est devenue un chiffon, tout comme le linge qu'elle lave. Et elle riait. Elle riait de ce rire méchant que les gens sûrs d'eux utilisent pour écraser ceux qui sont à terre. Lydie apprit à marcher la tête basse. Elle apprit à ne pas répondre quand on la traitait mal. Elle apprit à accepter la miette, la petite pièce, l'offense déguisée en faveur. Elle apprit que sa dignité ne valait plus rien sur le marché cruel de la vie. Alors, elle garda cette dignité dans un endroit profond, à l'intérieur de sa poitrine, où personne ne pouvait la voir ni la piétiner, et continua de survivre jour après jour. Chaque aube, elle se levait avant le soleil. Elle prenait les ballots de linge sale qui s'accumulaient dans le coin de son réduit fétide. Elle portait tout jusqu'à la rivière qui longeait le village par l'ouest, là où se trouvaient les pierres plates idéales pour laver. Le chemin prenait 20 minutes. Ses pieds nus, parce qu'elle n'avait pas d'argent pour des sabots neufs et que les vieux étaient trop troués, foulaient la terre encore froide du petit matin. En hiver, la terre gelée faisait mal. En été, les pierres du chemin brûlaient à midi quand elle rentrait. La rivière était son refuge et sa prison. Là, agenouillée sur les pierres, l'eau froide courant entre ses doigts, Lydie passait 10, 12, parfois 14 heures par jour. Elle frottait des draps encrassés, essorait des chemises lourdes, battait les robes contre la pierre avec une force rythmée. Son dos lui faisait mal, ses genoux devenaient violets à force de rester appuyés sur la roche dure, ses épaules brûlaient. Mais elle ne s'arrêtait pas, elle ne pouvait pas s'arrêter. Chaque pièce de linge lavé signifiait quelques sous. Quelques sous signifiaient de la farine pour 3 jours de plus. La farine signifiait ne pas mourir de faim. C'était au début du mois de septembre 1891 quand Gabriel arriva au village. Lydie ne prêta pas attention à l'étranger au début. Des étrangers passaient par le village de temps en temps, des marchands allant vers le nord, des bouviers menant le bétail, des familles changeant de région à la recherche d'une terre meilleure. La plupart restaient une nuit à l'auberge ou chez le père Balthazar et reprenèrent la route. Peu restaient, et aucun ne regardait jamais Lydie. Gabriel était différent, mais elle ne le savait pas encore. Il apparut lors d'un après-midi chaud, de ceux où le soleil semble figé au milieu du ciel et où l'air est si immobile que même les oiseaux se taisent. Lydie revenait de la rivière, portant un ballot de linge propre et humide sur la tête. Son dos se voûtait sous le poids.
Ses pieds nus soulevaient la poussière ocre du chemin. La sueur coulait sur son front, sur ses tempes, mouillait sa nuque. Elle l'aperçut du coin de l'œil en passant devant la vieille menuiserie abandonnée depuis des mois. Un homme grand, aux épaules larges, aux cheveux châtains légèrement ondulés, se tenait sur le seuil de la porte, inspectant l'intérieur de l'établissement. Il avait un baluchon de voyage à ses pieds. Il portait un pantalon simple, une chemise de coton aux manches retroussées jusqu'aux coudes, des bottes usées mais encore solides, une barbe de quelques jours, un visage sérieux, fatigué, de ce genre de fatigue qui vient de loin et de l'intérieur. Lydie baissa les yeux et pressa le pas. Ce n'était pas ses affaires de savoir qui arrivait ou partait. Les étrangers ne la regardaient pas. Ils ne la regardaient jamais. Mais Gabrielle regarda. Elle sentit le poids de ce regard dans son dos, comme si c'était une main posée sur son épaule. Ce n'était pas le regard de mépris qu'elle connaissait bien. Ce n'était pas le regard de pitié qui faisait aussi mal que le mépris. C'était différent. Elle ne sut pas le nommer sur le moment, mais elle le sentit, et elle pressa le pas encore plus, courant presque, le cœur battant la chamade sans comprendre pourquoi. Gabriel-Henri Dubois avait 35 ans et portait son propre fardeau de tristesse. Il était menuisier de métier, une profession apprise avec son père depuis l'enfance. Il avait des mains habiles, un œil précis pour les mesures, de la patience avec le bois. Il s'était marié à 30 ans avec Claire, une fille douce du village voisin. Ce furent 2 années de bonheur simple. Claire tomba enceinte. Gabriel construisit un berceau en bois sculpté de fleurs et d'oiseaux, chaque détail fait avec l'amour d'un père qui ne connaissait même pas encore le visage de son enfant. Mais Claire mourut en couche. Le bébé ne survécut pas non plus. Une fille. Gabriel n'eut même pas le temps de lui donner un nom. Il enterra épouse et fille dans le même cercueil. Il resta 2 ans à vivre seul dans la maison qu'il avait construite pour sa famille, mais les murs gardèrent des fantômes. Le berceau vide au coin de la chambre hurlait le silence. Gabriel ne tint pas le coup. Il vendit la maison, vendit les meubles, rangea ses outils de menuiserie dans un sac de cuir et partit marcher. Il ne savait pas où il allait. Il savait juste qu'il devait partir. Il traversa 3 villages, mais aucun ne semblait être le bon, jusqu'à ce qu'il arrive à Saint-Sébastien-du-Val et voit la vieille menuiserie abandonnée. Le bois de la façade s'écaillait. La porte grinçait. Mais la structure était solide, elle avait du potentiel, et le propriétaire, le père Balthazar, était disposé à la louer pour pas cher à quelqu'un qui voudrait rouvrir l'affaire. Gabriel ne cherchait pas à recommencer. Mais les nouveaux départs nous trouvent parfois, même quand on les fuit. Ce premier après-midi, après avoir conclu l'accord avec le père Balthazar, Gabriel nettoya la vieille menuiserie, enlevant les toiles d'araignée, balayant la poussière de plusieurs mois, ouvrant les fenêtres coincées. Il travailla jusqu'à ce que le soleil commence à descendre. Son corps fatigué remercia cette distraction physique. Il était plus facile de gérer la fatigue des muscles que celle de l'âme. Quand il sortit pour chercher de l'eau au puits communal de la place, il vit Lydie de nouveau. Elle était assise sur une souche d'arbre près de l'épicerie, pliant du linge propre et l'empilant en paquets séparés pour le rendre au propriétaire. Elle travaillait vite, avec des mouvements précis et efficaces. Ses mains, même enflées et gercées, avaient de la grâce dans leurs gestes. Elle pliait chaque pièce avec soin, la lissait de la paume, vérifiait qu'elle était bien sèche. Gabriel s'arrêta à quelques mètres, sans qu'elle ne le remarque, et observa. Le soleil couchant illuminait son visage de profil. Lydie avait des pommettes marquées, une mâchoire délicate, de longs cils qui faisaient de l'ombre sur ses joues quand elle baissait les yeux, des lèvres gercées par le soleil mais encore bien dessinées, un cou élancé. Il y avait de la beauté là, une beauté cachée sous des couches de fatigue, de pauvreté et de résignation. Mais elle était là, Gabriel la voyait. Et plus que la beauté physique, il vit autre chose. Il vit la posture droite même en portant le poids du monde. Il vit la délicatesse des gestes même, avec des mains détruites par le travail. Il vit la dignité qu'elle essayait de maintenir, même vêtue de haillons. C'était comme regarder un diamant brut couvert de boue. La plupart des gens ne voyaient que la boue.
Gabriel voyait le diamant. Il ne savait pas pourquoi cela le touchait, peut-être parce que lui aussi se sentait couvert de boue. Peut-être parce qu'il reconnaissait en elle la même douleur de celui qui a tout perdu et continue pourtant d'avancer. Peut-être parce que ses yeux, exercés par des années de travail du bois, savaient voir le potentiel caché sous la surface rugueuse. Lydie finit de plier la dernière pièce, se leva de la souche avec difficulté, le dos visiblement douloureux, et rapporta les paquets dans son réduit. Elle ne vit pas Gabriel l'observer. Elle ne vit pas la façon dont il inclina légèrement la tête, comme s'il résolvait une énigme silencieuse. 3 jours passèrent avant leur premier véritable contact. Gabriel rouvrit la menuiserie. Il plaça une nouvelle enseigne sur la devanture, avec des lettres simples, menuiserie du bois, réparation et meubles sur commande. Les habitants du village, curieux de l'étranger, commencèrent à apparaître. Les uns apportèrent des chaises cassées, d'autres commandèrent des portes. Une vieille dame demanda un banc pour sa véranda. Gabriel acceptait les travaux, demandait un prix juste et faisait un travail de qualité. Sa réputation commença à grandir rapidement. Mais Gabriel avait un problème. Ses chemises étaient sales. Il n'en avait que 3. Il en portait une, lavait l'autre à la rivière tant bien que mal, la laissait sécher. Mais le résultat était pitoyable. Les chemises restaient froissées, avec des taches qui ne partaient pas, une odeur de renfermé. Le père Balthazar, voyant l'étranger lutter avec du linge mouillé étendu n'importe comment, lui suggéra avec bonhomie de chercher la lavandière du village. « Lydie lave le linge pour la moitié des gens d'ici », expliqua le vieil homme. « Elle n'est pas chère et fait du bon travail. Elle habite là, derrière, dans le réduit. » Gabriel demanda où se trouvait le réduit. Le père Balthazar montra une petite porte étroite au coin de l'établissement. « Il suffit de frapper, » dit-il. « Elle est toujours là quand elle n'est pas à la rivière. » Gabriel prit 2 chemises sales, traversa l'épicerie et frappa à la porte étroite. Cela prit un moment. Puis, la porte s'entr'ouvrit à peine. Lydie apparut, des yeux méfiants, des cheveux attachés à la hâte, une robe rapiécée, une forte odeur de savon et d'humidité. Elle le reconnut immédiatement. C'était l'étranger qui avait ouvert la menuiserie, l'homme qu'elle avait vu cet après-midi-là, et qui, elle s'en souvenait clairement, l'avait regardé. « Bonsoir », dit Gabriel d'une voix basse mais claire. « Le père Balthazar m'a dit que vous laviez le linge. » Lydie hocha la tête sans rien dire. Elle attendait. « J'ai besoin de faire laver ces chemises, » continua Gabriel en montrant les vêtements. « Combien prenez-vous » Lydie regarda les chemises, regarda son visage. Elle s'attendait à voir ce qu'elle voyait toujours chez les hommes qui venaient demander un service. De la hâte, de l'impatience. Un regard distant comme s'il parlait à un meuble, mais elle ne vit pas cela. Il la regardait droit dans les yeux. Il attendait une réponse, comme si la réponse importait. « 2 sous la pièce », murmura Lydie d'une voix rauque de celle qui parle peu. Gabriel acquiesça. « C'est juste. Quand seront-elles prêtes ?»« Dans 2 jours. » Il tendit les chemises. Lydie les prit, mais quand ses doigts effleurèrent ceux de Gabriel par accident, elle retira sa main trop vite, comme si elle avait touché une braise. Gabriel le remarqua, mais ne fit aucun commentaire. « Je m'appelle Gabriel, » dit-il. « Gabriel Dubois. J'ai rouvert la menuiserie au coin de la rue. » Lydie hésita. « Lydie, » répondit-elle simplement. Puis elle ferma la porte doucement. Gabriel resta immobile un instant à regarder la porte close. Puis il retourna à la menuiserie avec un petit sourire au coin des lèvres. Il ne savait pas expliquer pourquoi, mais cette brève rencontre avait laissé quelque chose de chaud dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Lydie, de l'autre côté de la porte, appuya son dos contre le bois et respira profondément pour tenter de calmer son cœur qui s'emballait. Personne ne l'avait regardé dans les yeux depuis 3 ans. Personne ne demandait la permission de lui parler. Personne ne disait « je m'appelle » comme si les noms avaient de l'importance. Elle ne savait pas quoi faire de cela. Alors elle fit ce qu'elle faisait toujours avec les émotions confuses. Elle les enfouit bien profond et retourna au travail.
Mais les chemises de Gabriel furent lavées avec un soin particulier. Lydie les emporta à la rivière le lendemain matin. Elle mouilla chacune généreusement. Les savonna avec attention, frottant doucement pour ne pas user le tissu, rinça 3 fois jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. Essora sans violence, les étendit sur le fil improvisé qu'elle maintenait entre 2 arbres près de la rivière. Quand elles furent sèches, elle repassa chacune d'elles en utilisant un fer chauffé sur un petit feu de brindille. Elle les plia à la perfection. Elle ne comprenait pas pourquoi elle faisait cela. Il n'était qu'un client de plus. Juste un homme de plus qui avait besoin de linge propre. Mais ses mains travaillaient comme si ses chemises étaient des cadeaux et non un service payé. À la fin du 2e jour, Gabriel retourna au réduit. Lydie ouvrit la porte, tendit les chemises enveloppées dans un linge propre. 4 sous, dit-elle tout bas. Gabriel prit les chemises, en examina une en la dépliant. Ses yeux s'agrandirent légèrement. La chemise était impeccable, propre, sentant le soleil et le savon repassé à la perfection, mieux que n'importe quelle lavandière qu'il avait connue. « Vous faites un excellent travail », dit Gabriel avec une sincérité authentique. « Merci beaucoup. » Lydie cligna des yeux, surprise. Personne ne remerciait. Il payait et partait. Parfois, il ne payait même pas correctement. Il se plaignait de tâches imaginaires pour payer moins. Mais cet homme remerciait, et il semblait vraiment reconnaissant. « De rien, murmura-t-elle. » Gabriel paya les 4 sous, puis il ajouta une pièce de 2 sous supplémentaires. « Le pourboire », expliqua-t-il en voyant le regard confus de Lydie. « Pour le soin. » Lydie garda les pièces dans sa main, comme si c'était de l'or. Ce n'était pas la valeur, c'était à peine quelques centimes, mais c'était le geste, c'était la reconnaissance. C'était quelqu'un voyant le soin qu'elle y avait mis, quelqu'un qui le valorisait. « J'aurai besoin de laver d'autres vêtements la semaine prochaine, » dit Gabriel. « Je peux vous les apporter ?» Lydie hocha la tête. « Oui, bien sûr, » répondit-elle, et pour la première fois en 3 ans, un sourire minuscule, presque imperceptible, effleura le coin de ses lèvres. Gabriel vit le sourire, et décida à cet instant qu'il ferait tout pour voir ce sourire à nouveau. Dans les jours qui suivirent, Gabriel commença à venir fréquemment. Il apportait des chemises à laver, puis des pantalons, puis une couverture qui, selon lui, sentait le moisi. Lydie acceptait tout, lavait avec le même soin spécial, rendait tout impeccable. Gabriel payait toujours rubis sur l'ongle, toujours avec quelques sous de plus pour le soin. Et ils discutaient toujours. Au début, c'était des conversations brèves. Gabriel demandait comment s'était passée sa journée. Lydie répondait que bien. Il commentait le temps. Elle acquiesçait. Des silences gênants entre les phrases. Mais peu à peu, les conversations s'étoffèrent. Gabriel commença à lui demander son avis sur de petites choses. « Madame Lydie, pensez-vous que cette tache d'encre partira ?» Lydie examinait et répondait avec une connaissance surprenante. « Oui, elle partira, avec du savon noir et un fort soleil. » Gabriel la remerciait comme si elle lui avait révélé un secret précieux. Une autre fois, il apporta un morceau de tissu bleu. « Je pense faire un rideau pour la menuiserie, » expliqua-t-il. « Pensez-vous que cette couleur irait bien ?» Lydie tint le tissu, l'examina à contre-jour et répondit que le bleu était une couleur fraîche, bonne pour un lieu de travail où la chaleur s'installe. « Mais je suggère un ton plus foncé, » ajouta-t-elle timidement. « Le tissu clair se salit vite avec la poussière de bois. » Gabriel sourit largement. « Vous avez raison, je vais chercher un bleu marine. » Et il chercha, et il accrocha le rideau. Et chaque fois qu'il le regardait, il pensait à Lydie. Les femmes du village commencèrent à remarquer. Madame Eulalie, la femme du forgeron, commenta à Madame Carmen, la propriétaire de l'épicerie, que le nouveau menuisier accordait trop d'attention à la Souillon. Madame Carmen le répéta à Madame Françoise, qui le répéta à Marianne. Marianne de Vaudreuil était veuve depuis 6 ans, une veuve riche. Son mari, un commerçant prospère, lui avait laissé une grande maison, de grosses économies, des terres en location. Elle avait 32 ans. Elle était belle,
Elle le savait, et elle était sur le marché pour un second mariage. Quand Gabriel arriva au village, grand, fort, de beaux yeux, une profession honorable, Marianne décida qu'il serait parfait. Elle commença à fréquenter la menuiserie sous divers prétextes. Elle avait besoin d'un nouveau tabouret, puis d'une étagère, puis d'une réparation sur une porte qui n'était même pas cassée. Elle portait ses plus belles robes, souriait avec une coquetterie calculée, laissait son parfum onéreux inonder la pièce, touchait son bras quand elle parlait, l'invitait à dîner. Gabriel était poli mais distant. Il acceptait les travaux, faisait le service, facturait juste, mais il n'acceptait pas les invitations à dîner, ne répondait pas aux effleurements, ne soutenait pas le regard quand elle tentait de capter son attention. Et Marianne remarqua vers où les yeux de Gabriel se dirigeaient quand Lydie passait dans la rue en portant ses ballots de linge. Sa colère grandit doucement, comme un feu dans la paille sèche. Ce fut un samedi après-midi que la situation explosa pour la première fois. Lydie était sur la place, rendant des paquets de linge propres aux clientes. Madame Eulalie se plaignit qu'une serviette avait encore une petite tache de graisse. Lydie s'excusa, dit qu'elle la laverait de nouveau sans faire payer. Madame Carmen se plaignit qu'un drap ne sentait pas assez bon. Lydie promit d'utiliser plus de savon la prochaine fois. Gabriel observait de loin, assis sur la marche de la menuiserie, buvant de l'eau. Il voyait la façon dont ces femmes traitaient Lydie. Comment elles lui parlèrent d'un ton dur, comment elles jetaient les vêtements au lieu de les donner, comment elles tournaient le dos sans même un merci. Et il sentait la colère monter dans sa gorge. Marianne apparut sur la place à ce moment-là. Elle vit Gabriel observer Lydie et décida d'agir. Elle traversa la place d'un pas ferme, sa jupe de taffetas frôlant le sol, ses bottines de cuir claquant sur les pavés. Elle arriva près de Lydie et dit d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende. « Alors c'est toi la fameuse lavandière qui charme le nouveau menuisier ?» La place entière se tut. Lydie leva les yeux doucement, son visage pâlit. Elle ne répondit pas. Marianne sourit avec cruauté. « Tu dois avoir des tours intéressants, » continua-t-elle, « parce que ce n'est certainement pas la beauté ni l'élégance qui attirent l'attention. Regarde un peu ces haillons que tu portes. On dirait une mendiante. » Certaines femmes rirent doucement, d'autres détournèrent le regard, honteuses, mais n'intervinrent pas. Lydie baissa la tête. Elle serra ses mains l'une contre l'autre jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Gabriel se leva de la marche. Il traversa la place à grandes enjambées, arriva aux côtés de Lydie, et dit d'une voix claire et ferme, « Madame Marianne, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes cruelle et injuste. » Marianne cligna des yeux, surprise. « Pardon, vous pouvez porter des robes chères et des parfums importés, » continua Gabriel, « mais cela ne vous donne pas le droit d'humilier celles qui travaillent honnêtement pour survivre. Madame Lydie est une travailleuse honorable, elle fait un excellent service, et elle mérite le respect. Si vous ne parvenez pas à voir cela, le problème n'est pas dans ces haillons, il est dans votre cœur, madame. » La place tomba dans un silence absolu. Marianne devint rouge de colère. « Comment osez-vous me parler ainsi ?»« J'ose, parce que c'est la vérité. » Gabriel ne détourna pas le regard. « Et si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. » Il se tourna vers Lydie. « Madame Lydie, puis-je vous raccompagner ?» Lydie le regarda avec des yeux écarquillés, brillants de larmes contenues. Elle hocha la tête sans réussir à parler. Gabriel prit les ballots de linge que Lydie tenait encore, les porta lui-même et marcha à ses côtés jusqu'au réduit sous les regards choqués de toute la place. Marianne resta figée, humiliée publiquement, tremblant de rage. Et la guerre commença. Quand Gabriel posa les ballots sur le sol du réduit et se tourna pour sortir, Lydie saisit son poignet de ses doigts, tremblant. Il s'arrêta, regarda vers le bas et vit des larmes couler finalement sur son visage, ouvrant des sillons propres dans la poussière qui collait toujours à sa peau. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» murmura-t-elle d'une voix étranglée. « Pourquoi vous en mêlez? Maintenant, ils vont dire du mal de vous aussi. » Gabriel tint sa main avec délicatesse. « Parce que c'était mal, Madame Lydie.
Et quand quelque chose est mal, je ne peux pas me taire. Peu importe ce qu'ils disent de moi. Mais vous ne me connaissez même pas bien. Je vous connais assez, répondit Gabriel. Je vois une femme qui travaille dur, qui fait son service avec soin, qui traite les autres avec respect, même quand elle ne reçoit pas la même chose en retour. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Lydie sanglota. Cela faisait si longtemps que quelqu'un n'avait pas parlé d'elle comme si elle était une personne et non une chose. Si longtemps que quelqu'un n'avait pas vu de valeur en elle, au-delà du bas prix qu'elle demandait pour laver le linge. Et maintenant, cet homme, cet étranger qui ne lui devait rien, avait risqué sa propre réputation au village pour la défendre publiquement. « Merci », réussit-elle à dire à travers ses larmes. « Merci beaucoup. » Gabriel pressa légèrement sa main avant de la lâcher. « Pas besoin de remercier pour le respect, Madame Lydie. Le respect n'est pas une faveur. C'est le minimum que toute personne mérite. » Et il sortit, laissant Lydie assise sur le vieux bas de flanc, avec le cœur battant d'une façon qu'elle croyait ne plus jamais ressentir. Comme si elle se réveillait d'un sommeil très long et très froid. Mais le réveil est douloureux, et les conséquences arrivèrent vite. Le lendemain, dimanche, le père Henri inclut dans son sermon à la messe un discours sur les tentations mondaines et comment les hommes de bien doivent s'éloigner des femmes à la réputation douteuse. Il ne mentionna pas de nom. Pas besoin. Tout le monde savait de qui et de quoi il parlait. Gabriel était à la messe. Assis au dernier rang, les bras croisés, il fixa le prêtre durant tout le sermon sans détourner le regard. Quand le prêtre croisa ses yeux, il hésita une fraction de seconde avant de continuer. Lydie n'était pas à la messe. Elle n'y allait jamais. Non pas qu'elle ne crût pas en Dieu, mais parce qu'elle ne supportait pas les regards de jugement, les chuchotements, la façon dont les gens s'écartaient d'elle comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. Le lundi, Madame Eulalie, Madame Carmen et 3 autres clientes apparurent au réduit de Lydie pour récupérer leur linge et annoncer qu'elle n'aurait plus besoin de ses services. Madame Eulalie fut directe. « Mon mari ne veut pas que je m'associe avec une femme qui sème le trouble au village. » Lydie tenta d'argumenter. « Je n'ai causé aucun trouble. Je ne faisais que travailler. » Mais Madame Carmen coupa court. « Tu attires l'attention indue d'un homme célibataire. Ce n'est pas un comportement décent pour une veuve. Tu devrais avoir honte. » Lydie perdit 5 clientes ce jour-là, plus de la moitié de ses revenus. Le mardi, le prix de la farine qu'elle achetait à l'épicerie du père Balthazar augmenta mystérieusement. Quand elle demanda pourquoi, le vieil homme détourna le regard, gêné, et murmura quelque chose à propos des fournisseurs. Mais Lydie savait. Quelqu'un avait fait pression. Quelqu'un voulait rendre sa vie encore plus difficile. Le mercredi, quand elle alla à la rivière laver le peu de linge qu'elle avait encore, elle trouva Madame Françoise et Madame Thérèse occupant déjà les meilleures pierres. Normalement, elle l'ignorait, et Lydie utilisait les pierres sans problème. Mais cette fois, quand elle s'approcha, Madame Françoise dit fort « Cette place est prise. Cherche ailleurs. » Lydie s'arrêta. « Mais il y a toujours de la place pour tout le monde. » « Pas aujourd'hui. » Madame Thérèse croisa les bras. « Nous ne voulons pas de ta compagnie. » Lydie dut marcher 500 mètres de plus en aval pour trouver des pierres libres. Des pierres plus mauvaises, plus irrégulières, qui blessaient ses genoux encore plus. Gabriel remarqua qu'elle n'était pas apparue au village pendant 3 jours. Le jeudi matin, il ferma la menuiserie plus tôt et alla jusqu'au réduit. Il frappa à la porte. Personne ne répondit. Il frappa de nouveau. Silence. « Madame Lydie, appela-t-il. C'est moi, Gabriel. Je veux juste savoir si tout va bien. » Cela prit un long moment. Puis la porte s'entr'ouvrit à peine. Le visage de Lydie apparut. Elle avait des cernes profonds, le visage plus maigre, les lèvres gercées. « Je vais bien, mentit-elle. « Non. Ce n'est pas vrai, répondit Gabriel doucement. Je peux entrer? Lydie hésita. Laisser un homme entrer dans sa chambre était scandaleux. Mais quelle différence cela faisait-il maintenant? On disait déjà du mal d'elle.
Elle ouvrit la porte. Gabriel entra dans le réduit minuscule et son cœur se serra. L'endroit était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Humide, sombre, une odeur de moisie pénétrante. Un vieux bas-flanc avec une couverture fine, un coffre. Des ballots de linge empilés dans un coin, aucune fenêtre, une bougie usée sur le coffre. C'était moins que le minimum, c'était presque rien. Et dans un coin, il vit une assiette vide avec des restes de farine crue mélangés à de l'eau. Elle mangeait ça, parce qu'elle n'avait rien d'autre. Il se tourna vers elle et vit Lydie, la tête basse, honteuse de sa pauvreté exposée. « Combien de clientes avez-vous perdu ?» demanda Gabriel d'une voix contrôlée. « 5, murmura Lydie. « Plus de la moitié. À cause de moi ?»« Non. » Lydie leva les yeux. « Vous n'avez fait que ce qui était juste. Je savais déjà que cela pouvait arriver. Les gens ici n'aiment pas quand quelqu'un défend une invisible. Ça leur rappelle leur propre cruauté. » Gabriel respira profondément. « Ça va changer, dit-il avec détermination. Je vais arranger ça. » « Il n'y a pas moyen d'arranger ça, répondit Lydie fatiguée. C'est comme ça que le monde fonctionne. Les gens comme moi restent en bas. Les gens comme Madame Marianne restent en haut. Et ça ne sert à rien de lutter contre. Gabriel fit un pas en avant. Il tint ses épaules délicatement. « Lydie, regardez-moi. » Elle leva le visage. « Vous n'êtes pas invisible, dit Gabriel en la regardant au fond des yeux. Pas pour moi. Je vous vois. Je vois une femme forte, travailleuse, digne. Je vois quelqu'un qui mérite respect et attention. Et je ne vous laisserai pas mourir de faim à cause de ça. » Il sortit de sa poche une petite bourse en tissu, la plaça dans sa main. Lydie l'ouvrit et vit de l'argent. Pas beaucoup, mais plus qu'elle n'en avait vu réuni depuis des mois. « Je ne peux pas accepter, dit-elle en repoussant la bourse. Ce serait de la charité, et j'ai encore de l'orgueil. » Ce n'est pas de la charité. Gabriel referma les doigts de Lydie sur la bourse. « C'est un paiement. J'ai besoin que vous laviez mes vêtements, que vous cousiez quelques accros, que vous fassiez des réparations de tissus. J'ai beaucoup de travail accumulé. Vous me rendriez service. » C'était un mensonge. Ils le savaient tous les deux. Mais c'était un mensonge bienveillant. Lydie tint la bourse et les larmes se remirent à couler. Avant de continuer cette histoire émouvante, aidez-moi avec un petit geste rapide. Si vous aimez, mettez un j'aime ou un pouce bleu sur la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à grandir et me motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Et partagez-la avec cette personne qui, vous le savez, sera émue par ce conte. Retournons maintenant à Lydie et Gabriel. Ce soir-là, Lydie put acheter des haricots, du riz, un morceau de viande séchée et une bougie neuve. Elle mangea son premier repas décent depuis des jours. Et en mangeant, elle pensa à Gabriel, à la façon dont il la regardait, à la façon dont il lui parlait, comme si elle comptait, comme si elle était une personne entière, pas un reste brisé. Et pour la première fois en 3 ans, Lydie sentit quelque chose de dangereux grandir dans sa poitrine, l'espoir. Gabriel commença à venir tous les jours. Il apportait du linge à laver, mais il apportait aussi d'autres choses. Un pain frais resté du petit déjeuner, des fruits offerts par un client. Une fois, il apporta un morceau de tissu épais et lui demanda de lui faire un tablier. Il payait généreusement pour tout, et ils discutaient. Les conversations devinrent plus longues, plus profondes, plus personnelles. Gabriel raconta l'histoire de Claire, de la fille qui n'avait pas pu naître, de la douleur qu'il portait. Lydie écouta les yeux humides et lui prit la main sans réfléchir. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Ce doit être une douleur terrible. »« Ça l'est, » convint Gabriel. « Mais vous savez ce qui est pire que la douleur. C'est le vide. C'est de sentir qu'on ne se connectera plus jamais avec une autre personne, que cette chance est passée et ne reviendra pas. Je pensais que je vivrais comme ça pour toujours. Et maintenant ?» demanda Lydie tout bas. Gabriel la regarda. « Maintenant, je ne sais pas. Peut-être qu'il existe une autre chance. Peut-être que les liens apparaissent dans les endroits les plus inattendus. » Lydie sentit son visage chauffer. Elle détourna le regard, mais ne lâcha pas sa main. Elle raconta aussi son histoire.
Elle parla de Thomas, de l'accident, de comment elle avait tout perdu en quelques jours. Elle parla de la solitude, de l'invisibilité, de la façon dont elle s'était effacée peu à peu jusqu'à presque disparaître. Gabriel écouta chaque mot avec une attention totale. Et quand elle eut fini, il dit « Vous n'avez pas disparu, Lydie. Vous étiez juste cachée, mais je vous ai trouvée. » Son cœur bondit en entendant son propre prénom sans le madame devant. C'était intime, dangereux, merveilleux. Les jours devinrent des semaines. Gabriel commença à faire de petits gestes que Lydie ne savait comment interpréter. Il répara la porte du réduit qui ne fermait pas bien. Il apporta un petit tabouret qu'il avait fait avec des chutes de bois pour qu'elle puisse s'asseoir confortablement en cousant. Il installa une étagère au mur pour qu'elle organise ses quelques affaires. Lydie rendait l'appareil comme elle pouvait. Elle lavait et repassait ses vêtements avec un soin extrême. Elle cousit des boutons neufs sur toutes ses chemises. Elle fit un torchon brodé aux initiales GD et le lui offrit sans raison particulière. Gabriel accrocha le torchon dans la menuiserie comme si c'était une œuvre d'art. Les gens du village comméraient. Bien sûr qu'ils comméraient. Marianne intensifia sa campagne. Elle répandit des rumeurs disant que Lydie utilisait la sorcellerie pour attirer Gabriel, qu'elle était une femme perdue, essayant d'attraper un homme de bien, que Gabriel se faisait duper et découvrirait bientôt son erreur. Le père Henri appela Gabriel pour une conversation privée. « Mon fils, commença-t-il sur un ton paternel faux, je m'inquiète pour votre âme. Cette femme ne vous convient pas. Elle est pauvre, sans famille, sans réputation. Vous méritez quelqu'un de mieux. » Gabriel regarda le prêtre froidement. « Mon père, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas demandé votre avis sur ma vie personnelle. Et si vous voulez savoir, je ne mérite pas quelqu'un de mieux. Je mérite à peine quelqu'un comme Lydie. Elle est plus forte et plus digne que la moitié de ce village réuni. » Le prêtre fronça les sourcils. « Vous commettez une grave erreur. »« La seule erreur grave que je vois ici, répondit Gabriel en se levant, c'est une communauté entière qui trouve acceptable d'humilier une veuve travailleuse parce qu'elle est pauvre. Excusez-moi, mon père, j'ai du travail. » Et il sortit, laissant le prêtre choqué. Mais tout n'était pas conflit. Il y avait des moments doux, des moments que Lydie garderait en mémoire pour toujours. Comme cet après-midi où Gabriel apparut au réduit avec un petit miroir encadré de bois. « J'ai fait ça pour vous, » dit-il un peu gêné. « Je pensais que vous aimeriez peut-être un miroir. » Lydie prit le miroir et vit son reflet pour la première fois depuis des mois. Elle évitait les miroirs car cela faisait mal de voir ce qu'elle était devenue, mais cette fois, tenant le cadeau de Gabriel, elle regarda vraiment. Elle vit ses cheveux ternes mais encore beaux. Elle vit ses yeux fatigués, mais encore expressifs. Elle vit la femme qui existait sous la couche de pauvreté et de souffrance. « C'est magnifique » murmura-t-elle. « Le travail est parfait. »« Le cadre n'est que du bois » dit Gabriel en s'approchant. « Ce qui compte, c'est ce qui est dans le reflet. »« Et qu'y a-t-il dedans » demanda Lydie sans quitter le miroir des yeux. « Une reine » répondit Gabriel tout bas. Lydie se tourna vers lui, surprise. « Une reine ? Moi ? Vous l'avez toujours été, Lydie. Les gens étaient juste trop aveugles pour le voir. » Elle serra le miroir contre sa poitrine. Personne n'avait jamais parlé d'elle de cette façon. Personne n'avait jamais regardé au-delà des haillons. Personne, sauf lui. Une autre fois, il apparut avec un paquet emballé. « Ouvrez » dit-il en souriant. Lydie déballa et à l'intérieur il y avait du tissu. Ce n'était pas un tissu cher. Ce n'était ni de la soie, ni du taffetas comme les robes de Marianne. Mais c'était du tissu neuf, propre, d'un bleu doux magnifique, suffisant pour faire une robe simple. « Gabriel, je ne peux pas accepter ça. »« Si, vous le pouvez, insista-t-il. Vous méritez des vêtements qui ne soient pas rapiessage sur rapiessage. Et avant que vous ne disiez que c'est de la charité, ce n'en est pas. Considérez cela comme un paiement anticipé pour les prochains mois de lessive. » « Mais c'est trop de tissu pour... » « Lydie, » Gabriel lui prit les épaules. « S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. Laissez-moi vous donner quelque chose que vous méritez. » Elle regarda le tissu, regarda son visage.
et hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci, murmura-t-elle. Pour tout. Pour me voir quand personne d'autre ne le faisait. Je vous verrai toujours, Lydie, promit Gabriel. Toujours. » Et à ce moment-là, debout dans le réduit humide et sombre, ils réalisèrent que quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus seulement du respect, ce n'était plus seulement de l'amitié, c'était quelque chose de plus profond, de plus fort, de plus effrayant. Lydie cousit la robe neuve, les mains tremblantes d'émotion. Elle travailla 3 nuits de suite à la faible lueur de la bougie. Elle coupa le tissu avec soin, cousit chaque point avec attention, fit un col simple, des manches jusqu'au coude, une taille marquée. Rien d'élaboré, mais honnête, beau à sa manière. Quand elle la porta pour la première fois, elle se regarda dans le miroir que Gabriel avait fabriqué. Et elle ne reconnut pas la femme qui la regardait en retour. Cette femme avait le dos droit, les yeux brillants, une expression de dignité. Elle ressemblait à quelqu'un qui comptait. Gabriel la vit pour la première fois avec la robe neuve un samedi matin. Elle était sur la place, rendant le linge aux quelques clientes qu'elle avait encore, quand il sortit de la menuiserie. Gabriel s'arrêta net. Il s'immobilisa simplement et regarda. Le bleu de la robe rehaussait la couleur de sa peau. La coupe simple montrait l'élégance naturelle de sa posture. Ses cheveux, qu'elle avait lavés avec un soin particulier et attachés en un chignon plus soigné, brillaient sous le soleil. Elle était belle. Pas belle comme Marianne avec ses robes chères et ses bijoux. Belle d'une manière plus vraie, plus profonde. Lydie sentit son regard. Elle se tourna. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la place. Et quelque chose passa entre eux. Quelque chose d'électrique, quelque chose d'inévitable. Gabriel traversa la place jusqu'à elle. S'arrêta à quelques pas. « La robe est parfaite, » dit-il d'une voix rauque. « Vous êtes magnifique. » Lydie rougit. « Merci. Pour tout. Pour le tissu. Pour me faire sentir vue. Vous avez toujours été vue, Lydie. Du moins, par moi. » Ils restèrent là, immobiles, se regardant l'un l'autre, tandis que la place entière observait. Et pour la première fois, Lydie ne se soucia pas des regards. Elle ne se soucia pas des chuchotements. Seule importait la façon dont Gabriel la regardait. Comme si elle était précieuse. Mais le bonheur dans les petits villages dure peu quand il dérange les gens puissants. Marianne observa la scène depuis la fenêtre de sa grande maison. Elle vit la façon dont Gabriel regardait cette femme misérable. Elle vit la robe neuve, elle vit le sourire sur le visage de Lydie, et sa rage atteignit le point d'explosion. Cet après-midi-là, Marianne convoqua une réunion dans son salon. Elle appela Madame Eulalie, Madame Carmen, Madame Françoise, Madame Thérèse et 3 autres dames influentes du village. Elle servit du café et du gâteau, et présenta son plan. « Cette femme doit quitter le village », dit Marianne d'une voix froide. Elle cause la division, le scandale. Elle séduit un homme de bien avec ses manigances. Nous ne pouvons pas permettre cela. Mais que pouvons-nous faire ? Demanda Madame Eulalie. Elle ne fait rien d'illégal. Pas besoin que ce soit illégal, répondit Marianne. Il faut que ce soit insupportable. Si nous arrêtons toutes de lui donner du travail, si nous convainquons nos maris de faire de même, si nous rendons sa vie impossible ici, elle partira d'elle-même. Et Gabriel oubliera cette folie. Les femmes furent d'accord, chacune pour des motifs différents, certaines par jalousie, d'autres par moralisme hypocrite. D'autres simplement parce que suivre Marianne était plus sûr que de la contrarier. La campagne commença le lendemain. Le père Balthazar reçut la visite de Marianne. Elle insinua qu'il serait dommage que les commerçants du village décident d'arrêter d'acheter du bois à sa scierie. Elle avait de l'influence, elle avait de l'argent, elle pouvait rendre sa vie difficile, à moins qu'il ne demande à cette lavandière de libérer le réduit. Le père Balthazar, un homme vieux et fatigué qui n'avait pas l'énergie pour les bagarres, céda. Il apparut à la porte du réduit cet après-midi-là, chapeau à la main et expression honteuse. « Lydie, » commença-t-il sans réussir à la regarder dans les yeux, « je suis désolé, mais j'ai besoin que vous quittiez le réduit. »
d'ici la fin de la semaine. Lydie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi? Je paie le loyer à temps. Je n'ai jamais causé de problème. Ce n'est pas à cause de vous, expliqua le vieil homme. C'est la pression. Des gens importants me mettent la pression. Je n'ai pas le choix. Mais je n'ai nulle part où aller. Lydie sentit la panique monter dans sa gorge. C'est le seul endroit que je peux payer. Je sais et je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Le père Balthazar remit son chapeau et sortit vite, fuyant la culpabilité affichée sur le visage de Lydie. Elle s'assit sur le bas-flanc et enfouit son visage dans ses mains. Cela arrivait de nouveau. Elle perdait tout, encore une fois. Peu importait combien elle luttait, combien elle travaillait. Les gens puissants gagnaient toujours. Ils écrasaient toujours ceux qui étaient en bas. Gabriel le découvrit le lendemain. Il apporta du linge à laver et trouva Lydie en train d'emballer ses maigres possessions dans le vieux coffre. Son visage était enflé d'avoir tant pleuré. Ses mains tremblaient en pliant la couverture fine. « Que se passe-t-il » demanda Gabriel en entrant dans le réduit. Lydie raconta. « Le père Balthazar m'a demandé de partir, d'ici la fin de la semaine. Il a dit qu'il subissait des pressions. » « Qui fait pression ?» Lydie ne répondit pas. Pas besoin. Ils savaient tous les deux. Gabriel ressentit une colère comme il n'en avait pas ressenti depuis longtemps. Une colère propre, juste, du genre qui fait prendre aux hommes des décisions définitives. « Vous n'allez nulle part, » dit-il d'une voix ferme. « Je n'ai pas le choix. »« Si, vous l'avez, » Gabriel s'agenouilla devant elle. « Venez vivre avec moi. » Lydie écarquilla les yeux. « Quoi ?» La menuiserie a une chambre au fond, petite, mais plus grande qu'ici. Il y a une fenêtre. C'est sec. Vous pouvez rester là. Gabriel, je ne peux pas. Les gens vont parler. Ils vont dire que je suis votre... Au diable, les gens! Gabriel prit ses mains. Lydie, écoutez-moi. Je me fiche de ce que ces gens mesquins pensent. Je ne vais pas vous laisser à la rue pour protéger une réputation qui est déjà en train d'être détruite de toute façon. Vous avez besoin d'un endroit sûr, j'en ai un. C'est aussi simple que ça. Mais, pas de mais. Gabriel pressa ses mains. Vous venez à la menuiserie. Vous prenez la chambre du fond. Vous continuez à faire votre travail. Et quiconque voudra se plaindre devra passer par moi d'abord. Lydie regarda cet homme agenouillé devant elle, tenant ses mains calleuses, comme si elles étaient délicates, offrant un toit, une sécurité, une protection. Et pour la première fois en 3 ans, elle ne se sentit pas seule. « D'accord, » murmura-t-elle, « j'accepte. » Le sourire qui illumina le visage de Gabriel valait plus que tout. Ils déménagèrent les affaires de Lydie le même après-midi. Il n'y avait pas grand-chose à déménager. Un coffre, une couverture, quelques paquets de linge, le miroir que Gabriel avait fabriqué, la bougie, la robe bleue. Gabriel porta tout, seul, jusqu'à la menuiserie tandis que Lydie marchait à ses côtés, la tête haute. Le village entier regarda, les chuchotements explosèrent. Scandale, absurdité, un homme célibataire et une femme célibataire vivant sous le même toit. C'était inacceptable, c'était immoral. Gabriel s'en fichait. Il installa Lydie dans la petite chambre au fond de la menuiserie. C'était petit, mais il y avait une fenêtre qui laissait entrer la lumière du soleil. Il y avait un lit meilleur, une petite table, une chaise, une étagère. Comparé au trou humide où elle vivait, c'était un palais. « Vous restez ici, dit Gabriel. C'est votre espace. Personne n'entre sans votre permission, pas même moi. Vous avez votre intimité, vous avez la sécurité, et vous ne me devez rien pour cela. » Lydie regarda autour d'elle, les larmes coulant. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas comment je vais payer ça. »« Vous ne paierez rien, » répondit Gabriel, « parce que ce n'est pas une dette, c'est un choix. Je choisis de vous aider parce que je le veux, parce que je tiens à vous. » Le silence qui suivit était chargé de non-dits. Gabriel sortit de la chambre, laissant Lydie seule pour s'organiser. Mais avant de fermer la porte, il se retourna. « Lydie ?» Elle le regarda. « Je n'ai pas fait ça juste parce que c'est ce qu'il fallait faire, » dit Gabriel. « Je l'ai fait parce que je ne peux pas imaginer que vous soyez loin.
Je ne peux pas imaginer ne pas vous voir tous les jours. Vous êtes devenue importante pour moi, très importante. » Et il sortit avant qu'elle ne puisse répondre. Lydie s'assit sur le nouveau lit, le cœur battant si fort que ça faisait mal. Il ressentait la même chose qu'elle. Cette chaleur dans la poitrine, ce désir d'être proche, cette peur de perdre, c'était de l'amour, encore petit, encore grandissant, encore effrayé, mais c'était de l'amour. Vivre sous le même toit changea tout. Ils se voyaient tout le temps. Gabriel travaillant à la menuiserie, sciant le bois, martelant des clous, ponçant des surfaces. Lydie lavant le linge dans l'arrière-cour, cousant des raccommodages, étendant les pièces sur le fil. Ils se croisaient dans les couloirs. Prenaient le café ensemble le matin, partagèrent le dîner le soir, et ils discutaient de tout. Gabriel raconta son enfance au fin fond du Limousin, son père charpentier qui lui avait appris le métier, sa mère morte de fièvre quand il avait 12 ans. Lydie raconta avoir grandi orpheline, élevée par des voisins charitables, avoir appris à coudre et cuisiner très tôt pour se rendre utile. Ils partagèrent des silences confortables. Ces silences qui n'existent qu'entre personnes qui n'ont pas besoin de remplir chaque instant avec des mots. Un soir, Lydie cousait à la lueur de la bougie quand Gabriel apparut à la porte de la chambre. « Je peux entrer ?» Elle hocha la tête. Il entra et s'assit sur la chaise. Ils restèrent en silence un moment, elle cousant, lui observant. « Vous êtes heureuse ici ?» demanda Gabriel soudainement. Lydie arrêta de coudre. Elle le regarda. « Je le suis », répondit-elle honnêtement. « Plus heureuse que je ne l'ai été en 3 ans. » « Moi aussi, » dit Gabriel. « Depuis que vous êtes arrivé, cette menuiserie ressemble à une vraie maison. Ce n'est plus seulement l'endroit où je travaille et je dors, c'est un foyer. » Le cœur de Lydie s'accéléra. « Gabriel, je sais que c'est tôt, » l'interrompit-il. « Je sais que les gens parlent déjà. Je sais que nous devrions aller doucement. Mais Lydie, j'ai besoin de dire la vérité. Je suis tombé amoureux de vous. » Le monde s'arrêta. Lydie posa sa couture. Elle resta à le regarder, les yeux écarquillés. « Je suis tombé amoureux de la façon dont vous affrontez le monde même quand le monde est cruel, » continua Gabriel. « De votre force, de votre dignité, de votre bonté qui a survécu à tout ce qu'ils ont essayé de vous faire. Je suis tombé amoureux de vous tout entière, et je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir. » Lydie se leva, s'approcha de lui, s'arrêta à quelques centimètres. « Moi aussi, » murmura-t-elle, « moi aussi je suis tombée amoureuse de vous, de la façon dont vous me voyez, de la façon dont vous me traitez, de la façon dont vous me faites sentir que je vaux quelque chose. » Gabriel se leva aussi. Ils étaient très proches. Il leva la main doucement, lui laissa le temps de reculer si elle le voulait, et toucha son visage avec une délicatesse infinie. « Vous valez tout, » dit-il, « et je vais passer le reste de ma vie à vous le prouver. » Et il l'embrassa. Ce fut un baiser doux, respectueux, mais plein de promesses, plein d'avenir. Quand ils s'écartèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. Marianne sut le lendemain que Lydie vivait à la menuiserie. Sa fureur explosa. Elle appela le père Henri, exigea qu'il fasse quelque chose. C'était un scandale, c'était immoral, c'était inacceptable. Le père Henri, sous pression, annonça le dimanche suivant qu'il y aurait une réunion spéciale de la communauté pour traiter d'un sujet de moralité publique. Tout le monde comprit. C'était à propos de Gabriel et Lydie. Gabriel alla à la réunion. Lydie voulut l'accompagner, mais il lui demanda de ne pas venir. « Je ne veux pas qu'il t'humilie à nouveau, » expliqua-t-il. « Laisse-moi régler ça. » La réunion eut lieu au presbytère. Il y avait 20 personnes. Marianne était au premier rang. Le père Henri présidait. « Gabriel Dubois, » commença le prêtre, « vous avez apporté le scandale dans notre communauté en hébergeant une femme célibataire sous votre toit. Cela viole tous les principes chrétiens de décence. Nous exigeons que vous corrigiez cette situation immédiatement. » Gabriel se leva. Il regarda autour de lui toutes ces personnes avec leur visage de juge et répondit d'une voix claire. « Vous voulez parler de principes chrétiens ?
Alors, parlons-en. Où étaient vos principes chrétiens quand cette même femme mourait de faim, quand elle a été humiliée publiquement, quand elle a été traitée comme une ordure parce qu'elle était pauvre? Où était la charité, la compassion, l'amour du prochain que vous prêchez tant? Silence gêné. J'ai hébergé Madame Lydie parce qu'elle en avait besoin, continua Gabriel, parce que c'était la chose juste à faire. Et si cela vous scandalise, alors le problème n'est pas en moi, il est en vous. Dans une communauté qui se dit chrétienne mais traite une veuve pauvre pire qu'un chien errant. Marianne se leva, furieuse. Vous êtes manipulée, cette femme vous utilise. Lydie n'utilise personne. Gabriel se tourna vers elle. Lydie est une travailleuse honnête qui veut juste vivre en paix. Et si cela vous dérange, Madame Marianne, c'est peut-être parce que vous ne supportez pas de voir quelqu'un que vous avez essayé de détruire se relever. La salle explosa en murmures. Et puisque nous parlons de moralité, Gabriel haussa la voix, j'ai quelque chose à annoncer. J'ai demandé Lydie en mariage, et elle a accepté. Nous nous marierons le mois prochain, avec ou sans votre bénédiction. Le choc fut général. Gabriel avait décidé, là, à ce moment, sous la pression et la colère, mais aussi par amour et certitude. Il allait épouser Lydie. Il allait faire d'elle sa femme. Il allait lui donner son nom, sa protection, son avenir, et personne ne l'en empêcherait. Gabriel retourna à la menuiserie les mains tremblantes. Il avait annoncé le mariage, devant tout le monde, sans avoir demandé Lydie en mariage pour de vrai. Il l'avait juste laissé échapper dans la chaleur de la discussion, mu par la colère et le désir de la protéger. Et maintenant, il devait lui raconter ce qu'il avait fait. Lydie était dans la chambre en train de coudre quand elle entendit Gabriel entrer dans la menuiserie. Au bruit des pas, elle comprit que quelque chose s'était passé. Elle posa son ouvrage et alla jusqu'à l'atelier. Gabriel était debout au milieu de la pièce, regardant ses propres mains. Quand il vit Lydie, son visage s'emplit d'expressions mêlées. Peur, espoir, détermination. « Que s'est-il passé à la réunion ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Gabriel respira profondément. « J'ai fait quelque chose sans te demander avant, et je dois te le dire. » Lydie sentit son cœur s'accélérer. « Quoi ?» ?»« J'ai dit à tout le monde que nous allions nous marier, que je t'avais demandé en mariage et que tu avais accepté. » Gabriel parlait vite, les mots trébuchant les uns sur les autres. C'était au milieu de la discussion. Ils me mettaient la pression, t'humiliaient même sans que tu sois là, et je n'ai pas supporté. Alors je l'ai annoncé. Et maintenant, le village entier le sait. Silence. Lydie resta immobile, assimilant. Gabriel avait annoncé le mariage sans demander. Il avait pris une décision énorme sans consulter, mais quand elle regarda son visage, elle vit du regret mêlé à de l'espoir. Elle vit la peur d'avoir dépassé les bornes, mais elle vit aussi de l'amour, un amour véritable qui la faisait se sentir vue, valorisée, protégée. « Tu aurais dû me demander d'abord, » dit-elle finalement. « Je sais. » Gabriel fit un pas en avant. « Pardon, c'était une impulsion. Mais Lydie, même si c'était une impulsion, c'était vrai. Je veux t'épouser. Je veux que tu sois ma femme. Je veux construire une vie à tes côtés. Je veux me réveiller chaque jour en sachant que tu es là. Je veux vieillir avec toi. » Il s'agenouilla. Là, au milieu de la menuiserie couverte de sciure, avec l'odeur du bois dans l'air, Gabriel s'agenouilla devant elle. « Lydie, acceptes-tu de m'épouser? Pour de vrai maintenant? Pas parce que le village fait pression, pas parce que c'est pratique, mais parce que je t'aime et que je veux passer le reste de ma vie à prouver que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Lydie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle regarda cet homme agenouillé. Cet homme qui l'avait vue quand elle était invisible, qui l'avait défendue quand tous l'attaquaient, qui l'avait abritée quand elle n'avait nulle part où aller, qui l'aimait non pas malgré ses haillons, mais au-delà d'eux. « Oui, » murmura-t-elle, « j'accepte. » Gabriel se leva d'un mouvement rapide et la prit dans ses bras. Il la fit tournoyer dans les airs. Lydie rit, un son qui n'était pas sorti de sa gorge depuis des années. Un rire vrai, léger, heureux. Quand il la posa au sol, ils s'embrassèrent, là même, au milieu de la sciure et des outils, scellant une promesse d'avenir.
Mais les promesses doivent survivre aux tempêtes. Et la tempête ne faisait que commencer. Marianne n'accepta pas la défaite. Cette nuit-là, assise dans son salon, un verre de vin à la main, elle planifia. Si elle ne parvenait pas à séparer Gabriel de cette femme par la pression sociale, elle utiliserait une autre méthode, plus directe, plus cruelle. Elle savait des choses, elle connaissait des gens, elle avait de l'argent et de l'influence, et elle était prête à tout utiliser pour détruire ce que Gabriel et Lydie construisaient. Le lendemain, lundi, un homme inconnu apparut au village. Grand, maigre, habit de ville, expression dure. Il demanda Lydie Martin. Plusieurs personnes indiquèrent la menuiserie. Il remercia et se dirigea par là. Lydie était dans l'arrière-cour, en train d'étendre du linge, quand elle entendit une voix masculine appeler son nom. Elle se retourna et vit l'étranger debout là, l'examinant de haut en bas avec un regard calculateur. « Lydie Martin ?» demanda-t-il. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Séverin Coste. Je suis recouvreur de dettes, et je suis venu chercher ce qu'on me doit. » Le sang de Lydie se glaça. « Des dettes ? Je n'ai pas de dettes. »« Votre défunt mari en avait, » répondit Séverin en sortant un papier froissé de sa poche. « Thomas Martin a emprunté de l'argent à un usurier 3 mois avant de mourir. Il n'a jamais payé. La dette est passée à la veuve. À vous. » Lydie sentit ses jambes flageoler. « Je ne savais pas pour cette dette. Thomas ne m'a jamais rien dit. »« Peu importe si vous saviez. Ce qui importe, c'est que vous devez. » Séverin plia le papier et le rangea. « Avec les intérêts de 3 ans, la dette s'élève maintenant à 1000 francs. Et je suis venu encaisser. »« Je n'ai pas cet argent !» Lydie sentit la panique monter à la gorge. « 1000 francs, c'est une fortune. J'ai à peine de quoi manger. »« Alors il va falloir en trouver. » Séverin haussa les épaules. « Vous avez 2 semaines. Si vous ne payez pas, je devrai saisir vos biens. Et si vous n'avez pas de biens, vous irez en prison pour dette. »« Je n'ai rien, rien !» Séverin regarda autour de lui. Il vit la menuiserie. Il vit Gabriel à travers la fenêtre en train de travailler. Il sourit méchamment. « J'ai entendu dire que vous vivez ici, avec le menuisier. Peut-être qu'il peut aider, peut-être qu'il aura intérêt à payer la dette de sa future épouse. » Et il sortit, laissant Lydie tremblant de peur. Gabriel la trouva assise par terre dans la cour, serrant ses genoux en pleurs. Il courut vers elle. « Lydie, que s'est-il passé ?» Entre 2 sanglots, elle raconta. Elle raconta Séverin, la dette, la menace de prison. Elle raconta que Thomas lui avait caché cela, qu'elle ne savait pas, qu'elle n'avait aucun moyen de payer. Gabriel la serra fort dans ses bras. « Respire, Lydie. Respire, on va régler ça. »« Il n'y a pas moyen de régler ça, » pleura-t-elle. « 1000 francs. C'est impossible. Je vais aller en prison. Je vais tout perdre de nouveau. Et toi, tu seras libre de cette pagaille. C'est peut-être mieux ainsi. Tu mérites quelqu'un sans ce genre de problème. » Gabriel lui prit le visage à 2 mains. « Regarde-moi, Lydie, regarde-moi. » Elle leva ses yeux rougis par les pleurs. « Je ne vais nulle part, » dit Gabriel avec fermeté. « Et toi non plus. Nous allons régler ça ensemble. Ensemble, tu comprends? J'ai des économies. Pas énormément, mais j'en ai. On va voir combien il manque. On va faire un plan. » Gabriel avait économisé environ 400 francs durant ses 3 années de travail avant d'arriver au village. Plus ce qu'il avait amassé ces derniers mois. Au total, il avait approximativement 550 francs. Il manquait 450 francs. C'était beaucoup d'argent. Mais Gabriel n'abandonna pas. L'après-midi même, il ferma la menuiserie et alla de maison en maison offrir ses services. Portes, fenêtres, meubles, réparations, n'importe quoi. Il demandait à être payé d'avance et promettait une livraison rapide. Certains habitants, touchés par la situation, commandèrent des travaux. D'autres lui fermèrent la porte au nez. Lydie vendit tout ce qu'elle avait de valeur, ce qui n'était pas grand-chose, le vieux coffre, la couverture qu'elle n'utilisait plus, quelques pièces de tissu qu'elle avait gardées. Elle réunit quelques dizaines de francs. Chaque pièce comptait. Mais même en travaillant jour et nuit, même en acceptant tout travail qui apparaissait, il n'allait pas réussir à réunir
450 francs en 2 semaines. C'était impossible. Gabriel pensa à emprunter, mais il n'avait personne vers qui se tourner. Il ne connaissait personne au village disposé à prêter une somme aussi élevée à un étranger. Lydie sombra dans un désespoir silencieux. Elle redevint maigre, arrêta de manger correctement, passait ses nuits éveillées à regarder le plafond, calculant des chiffres qui ne tombaient jamais justes. Une semaine passa, puis 10 jours. La date limite approchait et il n'avait réuni que 600 francs. Il manquait 400 francs. 400 francs qui n'existaient pas, qui n'allaient pas apparaître. Marianne observait tout de loin, avec satisfaction. C'était elle. Elle qui avait découvert l'ancienne dette en enquêtant sur le passé de Lydie. Elle qui avait racheté la dette à l'usurier d'origine. Elle qui avait engagé Séverin pour recouvrer. Tout était planifié pour détruire Lydie et faire abandonner Gabriel. Mais Marianne avait sous-estimé une chose. Elle avait sous-estimé l'amour. Et elle avait sous-estimé ce qui arrive quand les communautés sont forcées d'affronter leur propre cruauté. Ce fut Madame Amélie, une vieille dame qui vivait seule à l'orée du village, qui amorça le changement. Elle apparut à la menuiserie un après-midi, apportant un petit mouchoir noué. Elle le tendit à Gabriel. Dedans, il y avait de l'argent, pas beaucoup. 50 francs, les économies d'une vie entière. « C'est tout ce que j'ai, » dit la vieille femme d'une voix tremblante. « Je veux que vous l'utilisiez pour aider la petite. Elle a lavé mon linge pendant des années. Elle a toujours été honnête, toujours été soigneuse. Elle ne mérite pas la prison. » Gabriel resta sans voix. « Madame Amélie, je ne peux pas accepter vos économies. »« Si, vous le pouvez. Je n'ai pas d'enfant, pas de famille. Quand je mourrai, cet argent n'ira nulle part. Je préfère qu'il aide quelqu'un maintenant, quelqu'un qu'il mérite. » Et elle sortit avant que Gabriel ne puisse argumenter. Le père Balthazar apparut le lendemain. Il apporta 30 francs. « C'est peu, » dit-il honteux, « mais c'est ce que je peux donner sans mettre l'affaire en péril. Et écoutez, je suis désolé d'avoir demandé qu'elle quitte le réduit. C'était de la lâcheté de ma part, la peur des gens puissants. Je veux compenser d'une façon ou d'une autre. » Gabriel accepta avec gratitude. Ensuite ce fut Madame Rose, la sage-femme du village, puis Monsieur Jacques, le forgeron, puis Madame Laure, l'institutrice. Un par un, les habitants commencèrent à apparaître. Certains apportaient 10 francs, d'autres 5, d'autres à peine 2, mais ils venaient, ils apportaient ce qu'ils pouvaient, demandaient pardon pour la façon dont ils avaient traité Lydie, disaient qu'ils voulaient aider. Tous ne venaient pas. Marianne et son cercle proche restèrent loin, mais étonnamment, plus de gens aidèrent que Gabriel ne l'espérait. Comme si la menace de voir Lydie en prison avait réveillé quelque chose chez les gens, comme s'ils voyaient enfin l'injustice, la cruauté, et voulaient réparer. En 3 jours, ils réunirent 220 francs supplémentaires en dons. Lydie pleura quand Gabriel lui raconta. Elle pleura de gratitude, de surprise, de soulagement. Elle avait passé 3 ans invisible, 3 ans traitée comme un déchet, et maintenant des gens renonçaient à leurs économies pour la sauver. C'était un petit miracle, mais c'était un miracle. Mais il manquait encore 180 francs, et le délai expirait le lendemain. Gabriel passa la nuit entière à la menuiserie à travailler. Il fit 2 chaises qu'il avait promises, ponça une table, installa une porte. Il travailla jusqu'à ce que ses mains saignent à force de tenir les outils. Mais l'argent qu'il gagnerait avec ses services n'arriverait qu'après l'échéance. À l'aube, il était assis sur le sol de l'atelier, épuisé, désespéré. Il avait 820 francs. Il en manquait 180. Et il n'avait plus nulle part où en tirer. Lydie le trouva là. Elle s'assit à côté de lui prit la main. « Tu as fait tout ce que tu pouvais, » dit-elle d'une voix douce. « Plus que je n'aurais pu rêver. Si je vais en prison, ce n'est pas ta faute. Tu n'iras pas en prison. » Gabriel serra sa main. « D'une façon ou d'une autre, on va régler ça. » Mais même lui ne croyait pas à cela. Séverin apparut à midi. Il arriva à la menuiserie avec 2 gros bras derrière lui. Expression dure.
main dans les poches. « Je suis venu chercher le paiement, annonça-t-il. Gabriel se leva. « J'ai réuni 820 francs. Il en manque 180. Mais je peux payer le reste en plusieurs fois. Je vous donne ma parole. » « Votre parole ne vaut rien pour moi, » Séverin cracha par terre. « L'accord était 1000 francs aujourd'hui. Vous ne les avez pas. Alors la femme vient avec moi. » Lydie était debout à la porte de la chambre, pâle, tremblante. Gabriel fit un pas en avant, bloquant le passage. « Elle ne va nulle part. Pousse-toi, menuisier, ou je vais devoir te faire bouger. » Les deux gros bras avancèrent. Gabriel serra les poings. Il était prêt à se battre. Il savait qu'il allait perdre. Mais il allait se battre quand même. C'est alors qu'ils entendirent une voix féminine forte venant de la rue. « Attendez !» Tous se retournèrent et virent Marianne entrer dans la menuiserie. Elle portait une bourse de velours à la main. Son visage était différent, sans arrogance, sans cruauté. Il y avait quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait à de la honte. Elle s'arrêta devant Séverin. « 180 francs ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête, méfiant. Marianne ouvrit la bourse et sortit des billets. Elle compta 180 francs exacts, les tendit à Séverin. « Voilà, la dette est payée. Maintenant partez et ne revenez plus jamais ici. » Séverin prit l'argent, compta, examina chaque billet. Puis il regarda Marianne avec une expression confuse. « Mais madame, c'est vous-même qui avez acheté cette dette, c'est vous qui m'avez engagé pour recouvrer. »« Je sais, » répondit Marianne, « et maintenant je paie. Considérez la dette acquittée. Votre travail ici est terminé. » Séverin haussa les épaules, rangea l'argent, fit signe aux deux hommes et sortit sans rien dire de plus. Un lourd silence envahit la menuiserie. Gabriel regarda Marianne sans comprendre. « Pourquoi ? Pourquoi avez-vous fait ça ?» Marianne respira profondément. Elle resta plusieurs secondes en silence, comme si elle rassemblait son courage. Finalement, elle parla. « Parce que j'ai passé les derniers jours à voir le village entier s'unir pour sauver cette femme. À voir des pauvres gens donner leurs dernières économies. À voir Madame Amélie, qui a à peine de quoi manger, donner tout ce qu'elle avait de côté. Et j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé que je suis la méchante de cette histoire. » Elle regarda Lydie. « Je t'ai traité avec cruauté parce que j'étais jalouse. Jalouse parce que Gabriel te regardait d'une façon qu'il n'a jamais eue pour moi. Et ce n'était pas à cause de ton apparence. C'était à cause de ton caractère, de ta force, de ta dignité. Tu as des choses que l'argent n'achète pas. Et j'ai essayé de te détruire à cause de ça. » Marianne essuya une larme qui coulait. « J'ai acheté cette dette en pensant que j'allais vous séparer, mais ce que j'ai réussi, c'est montrer à quel point vous vous aimez, à quel point cette communauté, au fond, a encore de la bonté, et à quel point je suis mesquine. » Elle tendit la main vers Lydie. « Pardon, je sais que je ne mérite pas le pardon, je sais que j'ai été trop cruelle, mais je demande quand même, pardon pour tout. » Lydie regarda cette main tendue, regarda la femme qui avait essayé de détruire sa vie. Elle pourrait refuser, ce serait juste de refuser, mais quand elle regarda dans les yeux de Marianne, elle vit un regret sincère. Elle vit quelqu'un qui avait finalement affronté sa propre laideur intérieure et n'avait pas aimé ce qu'elle avait vu. Lydie lui prit la main. « J'accepte, » dit-elle tout bas. « Nous commettons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après. » Marianne serra la main de Lydie et sortit rapidement, comme si elle craignait de changer d'avis ou de s'effondrer en larmes, la même. Gabriel attira Lydie dans une étreinte serrée. « C'est fini, » murmura-t-il. « C'est fini. Tu es libre. Nous sommes libres. » Lydie enfouit son visage dans sa poitrine et pleura. Elle pleura toute la peur, toute la tension, tout le désespoir des derniers jours. Et Gabriel la tint, caressant ses cheveux, répétant que tout allait bien, que c'était fini, que plus jamais personne ne la menacerait ainsi. Avant de continuer vers la plus belle partie de cette histoire, aidez-moi en laissant votre j'aime si vous êtes ému par le conte de Lydie et Gabriel.
et partagez avec quelqu'un qui, vous le savez, va aimer cette histoire. Allons maintenant vers la fin de ce voyage inoubliable. La nouvelle se répandit dans le village en quelques heures. La dette avait été payée. Lydie était libre. Et c'était Marianne, de toutes les personnes qui avaient payé. Les gens ne savaient pas quoi penser. Certains croyaient que c'était un vrai repentir. D'autres pensaient que c'était juste une tentative de laver sa conscience. Mais au final, peu importait. Lydie était sauvée. Les préparatifs du mariage commencèrent. Gabriel et Lydie décidèrent de faire une cérémonie simple. Juste le prêtre, quelques témoins, et ensuite une petite célébration à la menuiserie. Ils n'avaient pas d'argent pour une grande fête, ils n'en avaient pas besoin. Ce qui comptait, c'était l'engagement, la promesse, l'amour. Madame Amélie apparut avec un morceau de dentelle ancienne qu'elle gardait depuis des décennies. « C'est de mon mariage », expliqua-t-elle. « Je veux que tu l'utilises sur ta robe. » Madame Rose s'offrit pour prêter son voile. Madame Laure dit qu'elle ferait un gâteau simple en cadeau. Monsieur Jacques offrit un fer à cheval forgé à la main comme symbole de chance. Le village, coupable de la façon dont il avait traité Lydie pendant des années, essayait de compenser. Et Lydie, le cœur plus grand que le ressentiment, acceptait chaque geste avec gratitude. Elle cousit sa propre robe de mariée. Elle utilisa un tissu blanc simple que Gabriel acheta. Cousit la dentelle de Madame Amélie à l'ourlet et aux manches. Fit un col haut, une taille marquée, une jupe qui allait jusqu'aux chevilles. Ce n'était pas une robe de riche, il n'y avait pas de couche de tulle, ni de broderies élaborées. Mais elle était belle, elle était honnête, elle était à elle. Quand elle fut prête et qu'elle l'essaya pour la première fois, Gabriel entra dans la chambre par mégarde et la vit. Il s'arrêta sur le seuil, resta à regarder sans réussir à parler. Lydie rougit. « Il manque encore quelques ajustements », dit-elle nerveuse. « C'est parfait », murmura Gabriel d'une voix rauque. « Tu es parfaite. » Elle tourna sur elle-même, montrant la robe. « Tu es sûre? Ce n'est pas trop simple ?» Gabriel traversa la chambre, prit ses mains. « Lydie, tu pourrais m'épouser vêtue de haillons, et tu serais quand même la plus belle mariée qui ait jamais existé. Parce que ce n'est pas la robe, c'est toi. C'est la façon dont tu brilles. Comme tu as toujours brillé, même quand personne ne voulait le voir. » Les larmes remplirent ses yeux. « Comment sais-tu toujours quoi dire? Parce que c'est la vérité. » Gabriel toucha son visage. « Chaque mot que je te dis est la vérité. » Ils restèrent là, immobiles, se tenant l'un l'autre, savourant un moment de paix après tant de tempêtes. Le mariage fut fixé au samedi suivant. Quelques jours avant, il se passa quelque chose d'inattendu. Il commença à pleuvoir. Une pluie forte, de celle qui ne s'arrête pas. Il plut le mardi, il plut le mercredi, il plut le jeudi. La rivière qui traversait le village commença à monter. Les berges devinrent boueuses. L'eau, normalement calme, devint rapide et trouble. Le vendredi matin, la rivière déborda. L'eau envahit les maisons proches de la rive. Madame Amélie, qui habitait près de là, vit l'eau entrer par le sol de sa maisonnette. Elle cria à l'aide. Monsieur Jacques et d'autres hommes coururent pour aider, mais le courant était fort, dangereux. Gabriel et Lydie entendirent le vacarme et coururent dans la rue. Ils virent le chaos, des gens essayant de sauver des biens, des enfants pleurant, des personnes âgées confuses ne sachant où aller. Lydie regarda autour d'elle et quelque chose en elle s'éveilla. Pendant 3 ans, elle avait été invisible. Elle avait été la personne qui recevait des ordres, qui baissait la tête, qui acceptait les miettes. Mais à ce moment-là, voyant les gens en danger, quelque chose d'ancien revint. La femme qu'elle avait été avant de tout perdre. La femme forte. La femme capable. « Nous devons organiser ça », dit-elle en se tournant vers Gabriel. « Les maisons proches de la rivière doivent être évacuées, les vieux et les enfants d'abord. Nous devons emmener tout le monde vers les hauteurs. » Gabriel acquiesça. « Tu as raison, on y va. » Ils se divisèrent. Gabriel partit avec les hommes, aider à évacuer les maisons les plus proches. Lydie commença à organiser les gens. Sa voix, normalement basse et timide, devint ferme et claire. « Madame Carmen, emmenez les enfants à l'église. C'est en hauteur, ça ne sera pas inondé. Père Balthazar,
ouvrez votre épicerie. Nous allons avoir besoin de place pour abriter les gens. Madame Laure, aidez à rassembler des couvertures et de la nourriture. La nuit va être longue. Les gens, habitués à mépriser Lydie, furent surpris. Mais ils obéirent. Il y avait une autorité naturelle chez elle à ce moment-là. Un leadership qui venait de celle qui sait ce que c'est de tout perdre et de survivre. La situation empira durant la journée. La rivière continua de monter. Plus de maisons furent envahies. L'eau arriva à hauteur des genoux dans certaines rues. Ils durent utiliser des cordes pour traverser les zones inondées. Ce fut durant un de ces sauvetages que Lydie vit une petite enfant, peut-être 4 ans, coincée dans une maison qui était rapidement envahie par l'eau. La mère criait dehors, mais le courant était trop fort pour traverser. Lydie ne réfléchit pas. Elle agit simplement. Elle attacha une corde à sa taille, demanda à 3 hommes de tenir l'autre bout, et entra dans l'eau. Le courant tirait fort. Elle faillit tomber, mais continua d'avancer, pas à pas, s'agrippant aux clôtures, aux arbres, à n'importe quoi qui donnait un appui. Elle arriva à la maison, entra, trouva l'enfant terrorisé sur une table. « Viens avec moi, dit Lydie en tendant la main. Je vais te sortir de là. » L'enfant hésita. Lydie sourit, ce sourire qu'elle avait oublié comment faire pendant 3 ans. « Fais-moi confiance, tout va bien se passer. » L'enfant sauta dans ses bras. Lydie la tint fort et commença à revenir. Le courant tirait plus maintenant. Ses jambes tremblèrent de l'effort, mais les hommes tiraient la corde. Gabrielle, qui avait vu ce qu'elle faisait, avait pris la corde aussi et tirait avec la force du désespoir. Lydie réussit à traverser. Elle remit l'enfant à la mère qui pleurait de soulagement et tomba à genoux dans la boue, épuisée. Gabrielle courut vers elle, lui tint le visage. « Tu es folle ! Tu aurais pu mourir. »« L'enfant allait mourir si personne ne faisait rien, » répondit Lydie haletante. « Et j'ai fait ce qui était nécessaire. » Gabrielle la tira dans une étreinte serrée. « Ne fais plus ça, ne me fais pas peur comme ça, je ne supporterai pas de te perdre. »« Tu ne vas pas me perdre, » promit-elle, « mais je ne vais pas non plus rester les bras croisés quand je peux aider. » La nuit tomba avec des dizaines de familles sans abri. L'église était pleine. L'épicerie était pleine. La menuiserie elle-même ouvrit ses portes pour abriter 5 familles. Lydie passa la nuit à s'occuper de tout le monde. Elle distribua de la nourriture, sépara des couvertures, calma les enfants effrayés, soigna les petites blessures, consola les personnes âgées qui avaient perdu leur maison. Et les gens observaient. Ils observaient cette femme qu'ils avaient méprisée pendant des années montrer de la force, de la compassion, du leadership. Ils l'observaient travailler inlassablement, prenant soin de ceux qui en avaient besoin sans rien demander en retour. Et finalement, ils voyaient. Ils ne voyaient pas les haillons. Ils voyaient la reine. Le samedi matin, jour du mariage, la rivière commença à baisser. Les gens sortirent pour évaluer les dégâts. Plusieurs maisons avaient été endommagées. Des biens furent perdus. Mais aucune vie ne fut perdue, grâce à l'organisation rapide, grâce au leadership. Grâce, en grande partie, à Lydie. Madame Carmen fut la première à remercier. Elle embrassa Lydie et demanda pardon pour les choses horribles qu'elle avait dites. Madame Eulalie fit de même, puis Madame Françoise. Une par une, les femmes qui avaient été cruelles venaient demander pardon. Lydie acceptait chaque excuse avec grâce, sans rancune, sans arrogance, avec la dignité qu'elle avait toujours eue, mais que maintenant, enfin, tous parvenaient à voir. L'après-midi, quand les choses se calmèrent, le père Henri apparut à la menuiserie. Il venait parler à Gabrielle et Lydie. « Je suis venu présenter mes excuses, » dit-il avec une humilité rare. « Je vous ai jugé sans connaître, prêchant la moralité tout en ignorant la charité. Hier, j'ai vu à quoi ressemble le véritable christianisme. Je l'ai vu dans la façon dont vous avez aidé tout le monde sans réfléchir à 2 fois. J'avais tort à votre sujet, très tort. » Gabrielle et Lydie acceptèrent les excuses. « Et autre chose, » continua le prêtre, « voulez-vous toujours vous marier aujourd'hui? Parce que si vous le voulez, ce serait un honneur de célébrer la cérémonie. » Gabrielle regarda Lydie. Elle sourit. « Oui, nous le voulons, » répondit-il, « plus que jamais. »
Ils n'eurent pas le temps d'arranger grand-chose. L'église était en désordre pour avoir servi d'abri toute la nuit. Lydie était fatiguée, couverte de boue, avec des vêtements trempés. Gabriel n'était pas en meilleur état, mais cela n'avait pas d'importance. Lydie enfila la robe blanche simple, mit le voile prêté, attacha ses cheveux de ses mains tremblantes d'émotion et de fatigue. Il n'y avait pas de fleurs, pas de musique, pas de décoration. Quand elle arriva à l'église, elle découvrit qu'elle avait tort. Le village entier était là. Tous ceux que Gabriel et elle avaient aidés pendant l'inondation. Et plus de gens encore. Madame Amélie avait orné l'autel avec des fleurs sauvages, cueillies le matin même. Madame Laure avait fait non pas un, mais 3 gâteaux. Monsieur Jacques avait poli le fer à cheval porte-bonheur jusqu'à ce qu'il brille. Madame Rose avait apporté des bougies. Et Marianne était là aussi, assise sur les bancs du fond, discrète mais présente. Quand ses yeux rencontrèrent ceux de Lydie, elle fit un léger signe de tête. Lydie sourit en retour. Un pardon véritable. La cérémonie fut simple mais émouvante. Le père Henri conduisit l'office d'une voix claire et respectueuse. Gabriel tint les mains de Lydie et fit ses vœux. Moi, Gabriel-Henri Dubois, je promets de t'aimer, Lydie Martin, tous les jours de ma vie. Je promets de toujours te voir, même quand le monde sera aveugle. Je promets de te protéger, de te respecter, de t'honorer. Tu es ma reine, et je serai ton roi, pour toujours. Lydie, les larmes coulant, fit ses vœux. Moi, Lydie Martin, je promets de t'aimer, Gabriel, avec tout ce que je suis. Tu m'as trouvé quand j'étais perdu. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as aimé quand je pensais ne pas mériter l'amour. Je promets de construire une vie à tes côtés. Je promets d'être avec toi dans les tempêtes et au soleil. Je promets de te rendre heureux tous les jours que Dieu me donnera. Le père Henri les déclara mari et femme. Gabriel embrassa Lydie sous les applaudissements émus de tout le village. La fête eut lieu là même, devant l'église, improvisée, simple, mais pleine de joie sincère. Ils mangèrent du gâteau, burent du vin que le père Balthazar donna, dansèrent au son d'un violon que quelqu'un avait apporté. Lydie, qui n'avait pas dansé depuis des années, tournoya dans les bras de Gabriel sous le ciel qui commençait à s'éclaircir après la tempête. Et pour la première fois en 3 ans, elle se sentit complète. Les mois suivants apportèrent des changements. Gabriel et Lydie prospérèrent. La menuiserie grandit. Il faisait des meubles de mieux en mieux. Elle commença une petite affaire de couture. Elle ne lavait plus le linge pour les autres. Maintenant, elle cousait des vêtements neufs, des robes, des chemises, des pantalons. Son travail était excellent. Bientôt, elle eut plus de commandes qu'elle ne parvenait à faire seule. Lydie engagea 2 autres femmes du village pour aider, des femmes qui étaient aussi invisibles, aussi oubliées. Et elle les forma, les paya justement, les traita avec dignité. Elle créa un petit groupe de couturières qui travaillaient ensemble, riant, discutant, se soutenant. Leur maison, à l'arrière de la menuiserie, fut agrandie. Gabriel construisit 2 chambres de plus, une cuisine meilleure, un petit salon accueillant. Ce n'était pas une grande maison. Mais c'était un vrai foyer. Et Lydie changea à l'extérieur aussi. Elle avait 5 robes maintenant, toutes cousues par elle-même. Ses cheveux, bien soignés, brillaient de nouveau. Ses mains, encore calleuses, étaient guéries des blessures. Elle avait le sourire facile, riait fréquemment, regardait les gens dans les yeux sans peur. Mais le plus grand changement était intérieur. Elle ne se cachait plus, ne baissait plus la tête. Elle marchait dans les rues du village avec une posture droite, saluant les voisins, s'arrêtant pour discuter. Elle était devenue une figure respectée de la communauté. Quand il y avait un problème, les gens cherchaient Lydie. Quand ils avaient besoin d'un conseil, ils cherchaient Lydie. La femme invisible était devenue impossible à ignorer. Gabriel observait sa transformation avec une fierté et un amour croissant. « Je le savais », disait-il parfois. « Je savais que tu étais une reine depuis le début. » Et Lydie répondait, « C'est toi qui m'as appris à voir ça.
Tu m'as appris que les haillons ne définissent personne, que la valeur est ici, à l'intérieur, en montrant son cœur. 2 ans après le mariage, par un matin de printemps, Lydie se réveilla en se sentant bizarre. Nausées, vertige, sensibilité au sein. Elle reconnut les signes immédiatement. Elle les avait déjà vus chez d'autres femmes. Elle attendit 2 semaines de plus pour être sûre. Puis, elle le dit à Gabriel. Il était à la menuiserie en train de scier du bois quand elle apparut. « Gabriel » appela-t-elle doucement. Il lâcha la scie, vit l'expression sur son visage. « Quoi ? Il est arrivé quelque chose. »« Je suis enceinte, » dit Lydie d'une voix tremblante. « Nous allons avoir un bébé. » Gabriel resta paralysé 3 secondes, assimilant. Puis son visage s'ouvrit sur le plus beau sourire que Lydie ait jamais vu. Il traversa l'atelier en courant, la prit dans ses bras, la fit tournoyer en l'air, riant, pleurant, radieux. « On va avoir un bébé, on va être parents !» Lydie rit aussi, s'accrochant à lui, partageant la joie. « Oui, on va être parents. » La grossesse fut tranquille. Madame Rose, sage-femme expérimentée, s'occupa de Lydie durant tous les mois. Gabriel devint un mari encore plus attentionné. Il ne la laissait pas porter de poids, cuisinait quand elle était fatiguée, massait ses pieds enflés, parlait au ventre grandissant chaque soir avant de dormir. En décembre, par une nuit douce, les douleurs commencèrent. L'accouchement dura 7 heures. Gabriel resta devant la porte de la chambre, faisant les 100 pas, priant, avec la peur de perdre Lydie comme il avait perdu Claire. Mais Madame Rose était bonne dans ce qu'elle faisait, et Lydie était forte. Quand le pleur du bébé résonna enfin, Gabriel entra dans la chambre en courant. Lydie était allongée, épuisée mais radieuse, tenant un petit paquet enroulé dans un linge propre. « C'est un garçon, » dit-elle d'une voix fatiguée mais heureuse. « Nous avons un fils. » Gabriel s'agenouilla près du lit, regarda le visage minuscule de son fils, regarda Lydie et pleura. Il pleura de soulagement, de joie, de gratitude. Ils donnèrent le nom de Thomas au garçon, en hommage au premier mari de Lydie. Gabriel le suggéra, et elle accepta, émue, Thomas Gabriel. Un nom qui honorait le passé et célébrait le présent. Le bébé était en bonne santé, petit mais fort. Il avait les yeux foncés comme sa mère et les cheveux châtains comme son père. Il pleurait avec des poumons puissants. T'étais bien, il était parfait. Le village entier célébra la naissance. Ils apportèrent des cadeaux, de petits vêtements cousus, des couvertures de laine, des jouets en bois que Gabriel avait fabriqués, de la nourriture pour que Lydie reprenne des forces. Et quand Lydie sortait avec le bébé dans les bras, les gens s'arrêtaient pour admirer, pour féliciter, pour sourire. Personne ne voyait plus la femme au haillon. Ils voyaient une mère radieuse, une épouse aimée, une femme respectée. 3 ans après le mariage, par un après-midi d'automne, Gabriel ferma la menuiserie tôt. Il trouva Lydie dans l'arrière-cour étendant le linge sur le fil. Thomas, maintenant âgé de 2 ans, jouait dans la terre avec des petits blocs de bois que son père avait faits. Lydie fredonnait doucement. Le soleil couchant illuminait toute la scène d'une lumière dorée. Gabriel s'arrêta juste pour observer ce moment, cette paix, cette famille qu'ils avaient construite ensemble. Lydie sentit son regard. Elle se tourna, sourit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Gabriel traversa la cour, l'enlaça par derrière, appuya son menton sur son épaule. « Rien. Je pensais juste. » « Tu pensais à quoi ? » « À la chance que j'ai eue de te trouver, d'avoir regardé au-delà des haillons et d'avoir vu la reine qui a toujours été là. » Lydie se retourna dans ses bras, toucha son visage avec tendresse. « C'est toi qui m'as appris à me voir ainsi. Avant toi, j'étais éteinte. Tu m'as ramenée. Je t'ai seulement aidé à briller, Lydie. L'éclat a toujours été le tien. » Ils s'embrassèrent là, dans la cour simple, avec leur fils jouant à leurs pieds, le linge balançant sur le fil, l'odeur du dîner commençant à cuire. Ce n'était pas une vie de richesse, ce n'était pas une vie de luxe, mais c'était une vie d'amour, de dignité, de sens. C'était tout ce dont ils avaient besoin,
Des années plus tard, quand Thomas grandit et eut ses propres enfants, il avait l'habitude de demander à sa grand-mère comment elle et grand-père s'étaient rencontrés. Et Lydie racontait, elle racontait les haillons, l'invisibilité, l'homme qui avait regardé au-delà et vu une reine. Elle racontait les tempêtes affrontées ensemble, l'amour qui transforme, la dignité que personne ne peut enlever. Et elle terminait toujours en disant « Mon fils, apprends ça. Ne juge jamais personne sur l'apparence. Ne traite jamais une personne comme si elle était invisible, parce que tout le monde a de la valeur, tout le monde mérite d'être vu. Tu as juste besoin d'avoir des yeux pour voir au-delà de la surface. » Thomas a appris la leçon et l'a transmis à ses enfants. Et l'histoire de Lydie et Gabriel devint une légende au village. Une histoire racontée les nuits froides. Une histoire qui réchauffait les cœurs. Une histoire qui enseignait l'amour vrai, celui qui voit au-delà, celui qui transforme, celui qui dure pour toujours. Et dans ce village de l'arrière-pays, des générations plus tard, les gens se souvenaient encore de la femme qui portait des haillons mais avait une âme de reine, et de l'homme qui sut voir la vérité quand tous les autres étaient aveugles. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas les vêtements qui définissent qui nous sommes, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la position sociale, c'est le cœur, c'est la force intérieure. C'est la dignité que nous portons même quand le monde essaie de nous briser. Et ceux qui savent voir cela, ceux qui regardent au-delà de la surface, ceux-là sont ceux qui trouvent des trésors cachés. Ils trouvent l'amour vrai. Ils trouvent des reines déguisées en mendiantes. Ils trouvent des miracles dans les endroits les plus improbables. Lydie et Gabriel vécurent ensemble jusqu'à un âge avancé. Il mourut le premier, à 78 ans, dormant paisiblement à ses côtés après une vie bien remplie. Elle le suivit 3 mois plus tard, comme si elle ne parvenait pas à vivre sans l'homme qui lui avait appris à vivre de nouveau. Ils furent enterrés côte à côte, et sur la pierre tombale simple, Gabriel avait demandé qu'on écrive seulement « Ici repose l'homme qui trouva une reine, et la reine qui l'aima pour toujours ». Et c'est ainsi que l'histoire se termina. Pas dans la tragédie, pas dans l'amertume, mais dans un amour qui dura toute une vie, avec une dignité reconquise, avec une invisibilité transformée en héritage. Parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui regarde au-delà des haillons, quelqu'un qui voit la reine cachée sous les cendres, quelqu'un qui nous rappelle que nous avons toujours été précieux, toujours été valables, toujours été dignes d'amour. Et quand nous trouvons cette personne, quand nous regardons dans les yeux de qui nous voit vraiment, nous découvrons quelque chose de merveilleux. Nous découvrons que nous n'avons jamais été perdus. Nous attendions seulement d'être trouvés.